il ne sert à rien de se battre pour son salaire tant que nous ne nous battons pas en nous-mêmes pour être meilleurs. Et ça, on a une marge de manœuvre qui existe. Il faut la voir, cette marge de manœuvre, parce que c'est notre salut. Bonjour à tous, merci à tous d'être venus sur cette vidéo. On va discuter un peu du métier d'infirmier. Je vous explique, n'y arrivant pas tout seul et n'arrivant pas à démêler toutes mes idées sur ce que j'avais envie de dire, j'ai décidé de monter une discussion avec un collègue, un collaborateur, du coup, qui est aussi infirmier et qui va se présenter maintenant. Alors bonjour tout le monde. Pour les besoins de la vidéo, on va m'appeler Alger, comme la ville. C'est un de mes pseudonymes que j'utilise sur Internet. J'ai 29 ans depuis hier. Je travaille dans une grande ville de France, une des 3 plus grandes villes de France, depuis 5 ans. Je suis infirmier depuis 5 ans. J'ai travaillé dans plusieurs types de services. J'ai commencé dans une clinique en psychiatrie pendant quelques mois. Ensuite, j'ai travaillé dans des services, dans un service de soins palliatifs, mais pas très longtemps. Et j'ai eu l'occasion de faire de la chirurgie, de transplantation et également de la réanimation. Voilà, c'est mon parcours jusqu'à présent en tant qu'infirmier. Donc ça, pendant 5 ans, t'as parcouru tout ça en 5 ans. 5 ans. Ouais, parcouru tout ça en 5 ans. Les 2 premières expériences étant très courtes. Ouais. Elles ont été très très courtes, c'était de l'ordre du 1-2 mois. Je les compte parce qu'elles m'ont formé, mais c'est surtout deux expériences de plus de 2 ans dans 2 endroits différents. Bien, franchement, ça fait un parcours complet pour 5 ans Oui. d'expérience. Pas mal, ouais. Alors, en ce qui me concerne, du coup, moi, ça va faire... on est en 2018, donc ça va faire bientôt 8 ans que je suis diplômé et j'ai toujours travaillé en soins intensifs en hématologie. Voilà, Très qui bien. est une spécialité de cancérologie. Donc, entre guillemets, j'ai connu que ça. J'ai fait des vacations au début de ma carrière. J'ai fait des vacations en psychiatrie, Mm. en clinique en psychiatrie, principalement en secteur fermé. Et voilà. Du coup, j'ai une moins grande expérience que toi sur une durée de diplôme plus importante. Mais ça va être intéressant justement, on va permettre de discuter de ça. Oui, ça va être intéressant, oui. Donc, la question de base pour cette petite discussion, c'est que penser de la profession infirmière aujourd'hui? Alors, profession infirmière et formation, bien sûr. Alors, j'ai pas mal de choses à dire. Ouais, On va commencer assez rapidement avec la formation. Je pense que faisons dans l'ordre des choses. La formation, c'est une formation qui a de base certaines qualités, certains défauts. Je vais commencer par les défauts. Le plus gros défaut, et c'est un défaut qui, à mes yeux, est énorme et qui va suivre l'infirmier pendant toute sa carrière, mhm, c'est le défaut de la déresponsabilisation. C'est-à-dire que moi, pendant mes 3 ans d'études, j'ai le diplôme avec 3 ans d'études, moi pas 3 ans et demi. ouais, ouais. J'ai. Juste, je peux faire une petite parenthèse Oui, sur cet aspect-là. Donc toi, tu as le diplôme avec 3 ans d'études du bac plus 3. oui, Et moi, j'ai le diplôme avec 3 ans et demi d'études qui, jusqu'à ta réforme à toi, était reconnu bac plus 2. oui, ce C'est qui est un très peu. drôle. Ouais. On faisait, c'était travailler moins pour gagner plus. Exactement. Voilà. Et alors, oui, je disais que c'est quelque chose que j'ai constaté pendant mes 3 ans d'études. On nous a constamment mis face à des situations difficiles.
et en formation à l'école. Et à chaque fois que nous étions face à une situation qui nous paraissait inextricable, la solution était de se décharger sur quelqu'un, et de préférence le médecin. Alors, cette approche a des avantages et beaucoup d'inconvénients. Les petits avantages, c'est que, j'en dirais deux, c'est que ça permet bien de délimiter, ça nous permet de bien comprendre la délimitation de nos responsabilités, justement, Mhm. et d'une part, et d'autre part, ça permet de se protéger face à la judiciarisation un peu de la société, parce que j'étais pas né, mais d'expérience, de ce que j'ai pu entendre parmi les gens qui travaillent depuis très longtemps à l'hôpital, il y a effectivement des patients de plus en plus exigeants et qui ont la main courante facile, disons, plus qu'avant. J'ai Et connu, personnellement, moi j'ai connu changement. ouais, et ben voilà. J'ai connu cette transition entre les patients disent pas grand-chose et les patients déposent de plus en plus plaintes. Voilà, et ça permet ces deux choses. En disant, écoutez, dès que je suis en difficulté, je dis, c'est plus mon champ de responsabilité, je le délègue à quelqu'un d'autre, et généralement c'est le médecin. Et ça, c'est les deux qualités qui sont quand même très importantes, ce qui fait que je ne défends pas cette manière de faire, mais je la comprends. Hmm. Le gros défaut, c'est qu'en fait, c'est un peu de la programmation neurolinguistique. C'est-à-dire que à force d'entendre pendant 3 ans, dès que tu es en difficulté, plus qu'appeler à l'aide, parce que appeler à l'aide c'est bien, mais dès que tu es en difficulté, tu dis je m'arrête ici, allez voir le médecin. Eh bien, ça a le gros défaut en fait, la limite à partir de laquelle on se sent en difficulté face à une situation, surtout une situation relationnelle par rapport à un patient, eh ben, on va la baisser à un maximum. Et on va avoir tendance un peu à dégainer le joker à n'importe quel moment. Surtout que après, en travaillant, j'ai constaté que les médecins faisaient la même chose. Mais eux, ils ne pouvaient pas se déresponsabiliser sur l'infirmier. Ils ont plutôt tendance à se déresponsabiliser avec les recommandations de l'ARS, l'agence de santé. Ce qu'ils font, c'est que ils vont voir les recommandations et ils disent j'ai respecté les recommandations, même si je suis pas tellement d'accord avec elles. Mais comme ça, si on porte plainte contre moi, bah, je dis écoutez, j'ai respecté les recommandations. En gros, on joue tous un peu à chat perché à l'hôpital. Hmm. Et on nous Je apprend sais ce que ça tu veux dire. très rapidement. Et ça, tu l'as Voilà. rencontré dans tous les services que tu pu intégrer? Certains plus que d'autres. En réanimation, je l'ai constaté de manière, sûrement parce qu'on est en rapport avec la vie directement du patient. Oui. C'était très très aigu cette manière de faire. Dès qu'on n'est pas sûr de nous, on appelle le médecin et le médecin, il est constamment sur Internet à regarder les recommandations pour les respecter à la lettre. D'accord. Donc c'est comment dire, c'est tout le monde navigue un peu, navigue un peu à l'aveugle, quoi. C'est un peu, personne n'est clairement au courant de comment il faut faire au moment où il faut le faire. C'est-à-dire, on est toujours à la technique du retrait, quoi, un peu. Eh bien, en fait, on a cette technique, ouais. On a cette technique, et même quand on sait ce qu'on pourrait faire, eh bien, dès qu'on n'est pas sûr en fait de son statut légal, dès qu'on n'est pas sûr de son statut légal, mais disons même pas légal, dès qu'on n'est pas sûr dès qu'on n'est pas sûr que ça nous mettra, dès qu'on n'est pas certain, pardon, que c'est dans notre cadre strict sensus, eh bien, on ne, on délègue, on passe, on Hmm. dit c'est pas mon ressort, c'est à quelqu'un d'autre. Donc, comme j'ai dit, ça permet de bien délimiter sa fonction, mais d'autre part, à force de le faire tout le temps, eh bien, le sens de la responsabilité, je pense qu'il en est tout de même assez abîmé. Et ça, tu penses que c'est le genre de démarche qui est entretenue par la formation en elle-même? Oui. Oui, oui. Mais, moi, j'ai très, 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 très constamment. Je me souviens d'une anecdote. Nous étions, on s'était mis en situation, et je me rappelle plus. Ça fait 6-7 ans maintenant. Mais on s'était mis en situation, et il y avait une collègue à moi, une étudiante, qui m'appelait pour une chose.
Et moi, je lui répondais. En fait, je lui avais envoyé un patient et j'avais pas donné toutes les informations nécessaires ou je ne sais plus, quelque chose comme ça. J'étais un peu en faute sur la situation. Et donc, ma collègue m'appelle. On était à côté de l'un de l'autre, on mimait le téléphone. Elle m'appelle, elle me dit bon, écoutez, oui, j'ai reçu le patient, il manque ça, il manque ça. Et puis moi, j'ai pris ma responsabilité à pleine main et j'ai essayé, dans la situation qui était jouée, de trouver des réponses pour ma collègue. Mhm. Et je me suis mis dans une difficulté incroyable, surtout que ma collègue jouait bien la personne qui est très exigeante. Et elle m'a mis dans une situation vraiment où les autres collègues étaient en train de rire tellement elle m'a mis en difficulté. Et lorsqu'on a fait un retour sur cette situation, on m'a dit, on a remarqué que tu as, tu as, on a remarqué que tu t'es mis en difficulté parce que Mhm. dès le début, tu aurais pu dire, écoutez, appelez le médecin et c'est pas de mon ressort, voyez avec le médecin. Alors que je pense, de mon souvenir, que c'était un peu du ressort de l'infirmier de répondre à cette question, au moins en partie. Et il y avait ce genre de jeu, ce genre de situation, et j'ai trouvé que c'était assez récurrent. D'accord. Voilà. Oui, parce que du coup, ce que je voulais dire, du coup, c'était que là, l'exercice dont tu parles, c'est les mises en situation professionnelle Ouais, dont on fait l'exercice pendant nos études. Enfin, exactement. en plus, bah, l'avantage, c'est que ça a été conservé d'une réforme de formation à une autre. Mm. Et moi, là-dessus, sur l'analyse de pratiques professionnelles, enfin, point de vue personnel, j'ai pas mal travaillé dessus en extra professionnel et on avait, avec des collègues, on a écrit un manuel pour les étudiants sur l'analyse de pratiques professionnelles, justement. Oui. Euh, Là-dessus, c'est vrai que, pour rebondir sur l'exercice en lui-même, est-ce que c'est une clé importante pour l'étudiant parce qu'on l'utilise pendant la formation? Mais est-ce que selon toi, c'est pas un exercice qui serait quand même plus qu'utile pour les professionnels diplômés? Alors, je pense qu'il faut mimer un maximum les situations et un maximum de situations pour se retrouver face à des situations réelles qui ressemblent à ce qu'on a mimé pour pouvoir répondre de la meilleure des manières lorsque la situation arrive. Alors, la mise en situation professionnelle me paraît une chose importante. Après, me paraît fondamental. Je sais qu'en réanimation, nous en faisions parfois. J'ai passé 2 ans et demi en réanimation. Mhm. Au bout d'un an, on a commencé à faire ça avec les activités de déchocage. Alors, déchocage, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en gros lorsqu'on reçoit un patient et que soit il est soit en urgence, soit que son pronostic vital est engagé, ou que son pronostic vital est potentiellement engagé, que cette personne, il faut qu'elle passe directement, faut que, vite qu'elle ait une prise de sang, qu'elle soit équipée et qu'elle ait un scanner. Et ça permet le déchocage permet d'avoir ça Mhm. très rapide. Bref, on faisait. J'ai ce souvenir-là dans les salles de déchocage, Hmm. un chronomètre souvent. Oui, il y en a un, oui, il y en a un Toujours un qui peut. chronomètre en salle de déchocage pour avoir ce repère-là de temporalité peut-être dans la décision et dans la prise en charge, je sais pas. Oui, 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 exactement. Et nous faisions ça pendant 1 an et demi. Quand l'activité généralement était un peu plus calme, Ouais. eh bien, il y a un médecin, enfin c'était souvent le même parce que c'est lui qui gérait ça, qui décidait de faire un déchocage. Et en fait, on appelait toutes les personnes parce que c'est une activité qui peut arriver à n'importe quel moment. Et il faisait comme s'il y avait vraiment quelqu'un qui allait arriver. Donc il disait, il va y avoir un déchocage dans un quart d'heure, préparez-vous tous. Mhm. Et l'équipe allait au déchocage, et puis au bout de 15 minutes, on se rendait compte que c'était soit un faux patient en plastique, soit personne qui arrivait, et puis il fallait agir comme si... et il y a eu des améliorations, en particulier sur la communication entre les individus. Entre le premier déchocage que j'ai fait et le dernier,
Il y avait vraiment plus de communication dès le départ. Déjà, premièrement, il y avait une période de relève qui n'existait pas vraiment avant, où on arrivait comme ça, chacun parlait de son côté. Et là, il y avait une relève globale où toute la salle était silencieuse, ce qui était un avantage. Et là, il y avait une meilleure communication entre tous les participants. Et ça venait de la pratique, de la pratique jouée et de l'analyse de cette pratique a posteriori. Ouais, j'imagine que du coup le travail après l'exercice pratique, il consistait en quoi dans le service? À discuter. Ben, on se retrouvait. Le médecin, en fait, dans ces cas-là, il y avait le médecin qui se mettait en position d'observateur. Il se mettait derrière. Mhm. Il y avait l'interne qui s'occupait du faux patient et le médecin qui se mettait en position d'observateur. Et à la fin, il y avait une petite réunion informelle autour d'un café. Ouais, Et de cette réunion informelle, chacun donnait son sentiment. J'ai réagi comme ça, j'ai été content de réagir comme ça, j'ai été mécontent de réagir comme ça, j'ai eu peur à tel moment-là. Enfin, il n'y a jamais de peur parce qu'il n'y a pas de patient, mais si j'avais été face à un vrai patient, j'aurais eu peur à ce moment-là, j'aurais été ouais, stressé, etc., etc. Et une fois que tout le monde intervenait, le médecin qui avait été observateur réajustait selon son point de vue d'observateur les différents sentiments des personnes qui étaient en action. Et de ça naissaient des propositions d'amélioration. Et puis quand une proposition d'amélioration revenait régulièrement, comme celle de la communication, eh bien, elle était testée en vrai et généralement, tout ce que nous avons testé, nous l'avons gardé. oui, j'imagine que l'épreuve pratique montrait l'utilité sur le terrain, quoi. Ouais, voilà, exactement. Ok. Bah, très bien. Ouais, franchement, je pense que c'est une des premières fois où j'entends parler dans un service de l'utilisation comme ça, des ateliers d'analyse de pratique. Ouais. Alors, oui, c'est vrai que c'est la première fois que je le vois, tout simplement, moi aussi. Et surtout, par contre, enfin, c'est pas surtout, c'est par contre, il y avait de prime abord, je pense, un peu une certaine défiance. Pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a une charge de travail qui parfois est très importante Mhm. et l'équipe avait peur d'être sollicitée pendant que la charge était importante. Et la deuxième peur était de ne pas être entendu. C'est-à-dire de venir, de faire l'épreuve, et puis après l'épreuve, de donner son avis, et que son avis finalement ne soit pas retenu. Alors, mon service n'était pas l'idéal en termes de communication entre les différentes équipes, Ouais. c'était même le contraire. Par contre, Tu parles de problèmes de communication, tu veux dire, entre différentes catégories profession. professionnelles? Ouais, Ouais, mais c'était presque catastrophique. Ça en était d'accord. presque catastrophique. Par contre, et donc je pense que comme c'était généralement presque catastrophique, eh bien lorsqu'on nous a dit, ben on va en plus de ça faire des pratiques, des moments pratiques, ça a été accueilli avec défiance. Sauf D'accord. que finalement, ça s'est plutôt bien passé. Il y avait plutôt eu un bon retour de tous les acteurs. Et je pense que ça a même un peu rapproché les différents acteurs, en particulier les médecins, le corps médical et le corps infirmier. D'accord. Voilà. Et du coup, cette pratique, elle a perduré? Elle perdure? Elle perdure de manière disparate, c'est-à-dire que irrégulière de temps en temps. On en fait beaucoup en une semaine, des fois on n'en fait pas du tout pendant 2 mois. Mais ça, c'est vraiment en lien avec la charge de travail. Hmm. C'est vraiment nous en fait en réanimation, l'avantage qu'on a, c'était une réanimation chirurgicale, donc il y avait activité de déchocage. Mhm. L'avantage qu'on a en réanimation chirurgicale, c'est qu'il y a des périodes de souffle. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où il y a beaucoup de patients entre guillemets légers ou où il n'y a pas beaucoup de patients. Oui. Et dans l'un ou dans l'autre, ça peut nous permettre de travailler sereinement. Par exemple, en août, généralement, je dis bien, il y a moins de travail parce qu'en août, on a un type de population qui revient souvent juillet-août. Comme si une grande ville, elle est vidée un peu en l'été parce que les gens vont à la plage ou vont en Mhm. vacances, d'une part, et d'autre part. Les patients qu'on reçoit, c'est souvent des gens qui font un peu les foufous en scooter parce que c'est l'été, il fait beau. Et généralement,
dans 80% des cas, c'est des accidents qui sont finalement qui nécessitent de la réanimation, mais de la réanimation légère, Ouais. et ce qui fait qu'on se retrouve avec peu de patients, et les rares patients qui sont, ils sont légers. D'accord. Ils sont légers. Donc on peut faire ça dans ces moments-là, mais il y a des moments où c'est impossible pendant 2 mois ou 2 mois et demi consécutifs. Ouais, et puis j'imagine l'été, là, comment dire, les chirurgiens en vacances, forcément les plannings s'allègent, quoi. Pas tellement. Non? Pas tellement parce que comme on accueille les accidentés, bah, les accidentés peuvent arriver à n'importe quel moment. D'accord, ouais. Comme comme on est dans une grande ville, on parle ici d'une grande ville, Hmm. c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 10 chirurgiens, il y en a encore 7 ou 6, ce qui Oui, fait que quand il y a 6 chirurgiens, on peut encore faire quand même beaucoup d'activités, quoi. ça change pas beaucoup la Ouais. base, ouais. Mm. Ok. Euh, Où est-ce que je voulais en venir? Du coup, ouais, j'aimerais bien entre guillemets, qu'on dérive sur moi, ma question. Allons-y. À savoir que la profession infirmière, on la sent énormément en souffrance. Et on Mhm. la sent énormément en souffrance principalement par le biais médiatique, à savoir toutes les revendications infirmières qu'on voit avec les manifestations euh, dans la rue, les revendications des différents syndicats infirmiers. Et j'aimerais savoir ton point de vue sur cette revendication, sur comment dire, les motifs de revendication et les demandes qui sont faites. Quelle idée, toi, tu t'en fais de tout ça? Alors, je dirais que moi je dis souvent en rigolant, mais souvent lorsqu'on rigole, on le pense un peu. Je Oui. dis souvent que l'hôpital tient grâce aux infirmiers et aux internes. Mhm. C'est-à-dire que ce sont les personnes qui sont le plus sollicitées. Je parle de l'hôpital public, mais Bien sûr. c'est un peu partout la même chose. Que ce sont les personnes les plus sollicitées, que ce sont les personnes qui ne comptent pas leurs heures et leur énergie. Et ce sont en plus les personnes qui ont finalement le plus des prérogatives. C'est-à-dire que l'infirmier est capable d'un nombre de soins techniques important et en même temps, il est capable de tous les soins, il est capable de faire et il peut faire tous les soins de confort, etc., qui sont généralement faits par les aides-soignants, mais il peut les faire. Ça veut dire qu'il a un champ d'action très large. Et l'interne, la même chose. L'interne est capable techniquement, surtout par exemple en réanimation, l'interne se substitue souvent à l'infirmier pour les soins techniques lorsque l'infirmier est en difficulté face à, par exemple, une prise de sang ou la pose d'un cathéter. Bah, l'interne peut intervenir. Donc il a un peu de prérogatives sur le champ infirmier, et puis il a les prérogatives médicales. L'interne, quand tu dis l'interne, moi, pour pour tout ce qui est pose de voie veineuse ou prise de sang, ça va être l'interne d'anesthésie. On est d'accord? Pas forcément. Oui, l'interne d'anesthésie, oui, pardon. L'interne d'anesthésie, on a aussi des internes d'urgence, urgentistes qui font des stages d'internat une fois en Ouais. réanimation. Mais c'est nos internes, là je parle de la réanimation, Ouais. surtout. Parce que des Ouais. internes enfin, des internes qui savent poser des voies veineuses, j'en connais pas beaucoup, hein. C'est rare à part Oui, les voilà, apparents mis à part dans le d'anesthésie. type de service dans lequel t'es, ouais. Voilà, exactement. Mais à part ça, sur ce côté-là, c'est vrai que c'est très anesthésie. Mais à part ça, c'est aussi lui qui travaille beaucoup. Et finalement, le médecin, généralement, ce qu'il fait, ça dépend de la manière dont il travaille. Mais généralement, les médecins sont dans une position de supervision. Et celui qui vraiment abat beaucoup le travail, c'est le travail, vraiment le travail dur et l'interne. Ce qui est plutôt normal parce que c'est le travail, disons, de base, c'est à l'interne de le faire pour qu'il puisse apprendre bien Oui, son métier. Mais techniquement, ça fait qu'à la fin, ceux qui travaillent le plus sont l'infirmier et l'interne. Et je pense que c'est les deux professions qui sont le plus en souffrance à l'hôpital. Tout le monde est plus ou moins en souffrance, mais je pense que c'est les deux professions qui sont le plus en souffrance. Et donc l'infirmier, parce que c'est lui dont on parle, l'infirmier se retrouve à l'hôpital, il se retrouve pile au centre et il se prend un peu les feux de partout. hum, C'est-à-dire qu'il doit gérer sa relation avec les aides-soignants, avec les kinésithérapeutes, par exemple, ou les ergothérapeutes qui sont en rapport avec le patient directement. Et il est aussi directement en rapport avec les médecins et les internes qui, eux, sont plus dans le diagnostic et dans la prescription. Alors, il est pile au milieu.
Ce qui fait que déjà, premièrement, il a assez de demandes. Et en plus de ça, c'est lui qui est aussi beaucoup en rapport avec le patient, donc il a en plus de ça assez des demandes du patient. Ce qui fait que il est pris il est presque pris entre des tirs groupés de demandes. Comme généralement, et je parle d'expérience, généralement les effectifs sont de moins en moins importants en termes d'infirmiers, en termes de tout, mais surtout en termes d'infirmiers, eh bien, une personne focalise plus de demandes qu'il y a 5 ans et plus de demandes qu'il y a 10 ans. Et de plusieurs acteurs différents qui sont en plus de plus exigeants, en particulier les patients. Je pense que c'est une des grandes raisons de la souffrance des infirmiers aujourd'hui. Ils sont au centre de la machine, ils reçoivent des demandes de partout, et en plus des demandes qui sont de plus en plus exigeantes, et ils sont de moins en moins nombreux pour y répondre. Alors, tu vas voir où je veux en venir, parce que du coup, on en a discuté déjà auparavant. Mais est-ce que du coup, la souffrance des infirmiers et moi, enfin, pour clarifier le truc, Oui. je trouve que les revendications de rue et les revendications syndicales infirmières sont totalement creuses à mon égard. Maintenant, pourquoi je pense ça? C'est parce que je suis persuadé que l'épanouissement de la profession infirmière et de ceux qui la composent ne se joue pas et ne se jouera pas sur une reconnaissance salariale ou sociale, parce que la reconnaissance sociale, pour moi, elle est déjà là. Quand tu interroges n'importe qui, sauf exception à tomber sur un immonde connard, mais sauf exception, pour moi, la profession infirmière est reconnue du public en tant que telle. Les gens n'ont peut-être pas conscience de notre rôle, mais on est reconnu en tant que tel. Maintenant, sur si reconnaissance salariale il faut, en effet, je trouve que qu'en effet c'est un sujet à débattre, mais ce que je trouve plus important encore de travailler, c'est sur l'épanouissement en tant que tel du professionnel, à savoir l'implication qu'il a sur son métier et sur sa pratique de tous les jours. Alors, je suis totalement d'accord, et c'est pour ça que je reviens à ce que je disais au départ. Il y a déjà premièrement quelque chose qui est fondamental et qui est crucial, c'est que dès le début des études, on nous apprend, je le répète, à nous déresponsabiliser. Oui. Et le fait que dès le départ, on nous dit, quand vous êtes en difficulté, bottez en touche, même si ça a ses avantages, le discours qui te passe dans la tête, le message profond, le message subliminal, est que tu n'es qu'un exécutant. C'est ça. Et le fait de se j'ai constaté à de nombreuses reprises des soignants qui se considéraient par apprentissage, qui prenaient à bras le corps le poste d'exécutant. Et je pense que moi, le poste d'exécutant n'est intéressant que lorsque il donne l'impression de participer à une démarche collective intéressante. Or, la démarche collective à l'hôpital est celle que j'ai décrite juste après, qui est celle de la réduction des effectifs, de l'accélération du travail et de faire le plus de lits possible, plus de patients possible en moins de temps possible. Oui. Ce qui fait que d'une part, on ne peut ni se satisfaire de cette position, d'une position, disons, responsable où on croulerait sous le travail, mais on serait heureux d'avoir beaucoup de prérogatives et surtout d'avoir un sens de la responsabilité aiguë. Mais d'autre part, on ne peut même pas se satisfaire de la position d'exécutant parce que le projet collectif est, disons, médiocre. Oui, ouais, non, voilà. Tout à fait, parce que pour moi, tu fais bien de cibler ce problème du rôle d'exécutant qu'on a, parce que ça entraîne une inertie
euh, complètement, complètement folle et complètement aliénante dans la pratique infirmière en fin de compte. Tu, on est un peu face à l'attente, en gros on est à l'attente de directives. On est en permanence à faire ce qu'on nous demande de faire Oui. et on en finit aussi, je pense, par faire ce qu'on nous demande de faire, mais en plus pas forcément chercher à le faire parfaitement bien. Je m'explique. Ce que je pense, c'est que on en est dans une telle, comme tu disais, déresponsabilisation et manque d'intérêt au niveau de l'hôpital, hein, au niveau de la direction et comment dire, de l'encadrement des professionnels diplômés. Hein. On en a une telle déresponsabilisation et manque d'intérêt que le fait de juste faire suffit, plutôt que d'essayer de faire bien et de faire mieux peut-être même. Alors, je pense, là, on peut rentrer quand même, pour défendre un peu les infirmiers, Mhm. on peut rentrer disons, dans le sujet quand même du manque de temps. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a des situations, il y a deux types de situations lorsque le travail est juste fait et pas très bien fait. C'est soit que la personne est un peu négligente et décide sciemment de ne pas faire son travail correctement ou entièrement. Et puis Ah, il y a la situation. j'ai pas dit pas correctement, j'ai dit juste Oui, bien. oui, ouais, ouais, d'accord. Disons, je me corrige alors, tu as raison. Disons que ne pas faire le travail avec excellence. Il y a la situation où la personne décide sciemment de ne pas faire le travail avec excellence, et il y a la situation où la personne est obligée de ne pas faire le travail avec excellence parce que il faut le faire vite. Et j'ai constaté les deux cas. C'est-à-dire que j'ai bien entendu constater des gens qui décidaient de dire, écoutez, je pourrais faire ce travail en 10 minutes, bah, Hmm. je vais prendre 8 minutes pour le faire parce que c'est suffisant pour faire, voilà, pour le faire, mais sans y amener une profondeur particulière. Et ben, je vais prendre 8 minutes. Comme ça, je pourrais aller fumer ma clope derrière ou quoi que ce soit. Après, je participe aussi à la deuxième situation que je vais édicter, c'est que il y a vraiment des situations où on réfléchit sciemment à essayer de faire le travail le plus rapidement possible. On crée dans notre tête des stratégies pour faire le travail le plus rapidement possible, donc forcément pas parfaitement, pour pouvoir travailler, pour pouvoir finir la journée, tout simplement. Parce que, par exemple, nous avions deux activités en réanimation. On avait à la fois l'activité de réanimation où là, généralement, disons 7 jours sur 10 ou même 9 jours sur 10, on pouvait viser l'excellence. Et puis il y avait une deuxième pratique qui était celle des soins continus. Alors c'est un peu différent les soins continus pour ceux qui ne connaissent pas. C'est, disons, les patients qui sont moins graves que la réanimation, il n'y a personne dans le coma. Et c'est des personnes qui nécessitent une surveillance importante, mais qui ne nécessitent pas de soins de réanimation. Et bien là, Est-ce que c'est ce par qu'on contre, appelle la post-réa un peu, non? C'est pas... ça peut être de la post-réa, mais ça peut être aussi de la post-opératoire immédiat. Ça peut être du D'accord. post-op immédiat. C'est des patients, en fait, par exemple, imagine une patiente qui sort du bloc opératoire en bon état, mais qui a des antécédents cardio importants, Ouais, et ben, elle va être surveillée en soins continus et pas en réanimation. d'accord. Voilà. Et dans ces soins-là, dans ces moments-là, eh bien, j'ai constaté d'expérience et en observant, parce que j'étais très observateur, que mes collègues et moi-même créons, créons des stratégies parce qu'il était strictement impossible de faire notre travail 100% correctement et que notre stratégie consistait, si je devais la résumer en quelques mots, faire un travail qui ne nuit pas au patient, pas un travail qui est bénéfique, un travail qui ne nuit pas. La différence est Hmm. énorme. Ouais, complètement. Ouais, un travail qui ne nuit pas au patient et qui permet d'assurer la continuité des soins pour que le patient, en gros, ne chope pas d'infection, ne chope pas ne soit correctement surveillé, mais on ne visait pas du tout l'excellence parce qu'en termes de temps, c'était impossible.
Non, je comprends tout à fait. Après, Voilà. moi, quand je parlais d'inertie, je parlais de ce que tu entendais comme action quasi volontaire de la part de la Oui, personne dans un système où il ne s'agit plus de gagner du temps, il ne s'agit plus de, comment dire, de gagner en efficacité, parce que quelque part, la situation que tu me racontes là, c'est gagner en efficacité oui, sur l'ensemble de ton temps de travail. oui, C'est-à-dire que tu n'es certes pas sur l'excellence de ta prise en charge au moment T avec ce patient-là, mm, mais tu vas être efficace avec lui, tu vas être oui, efficace sur le problème que tu as traité avec lui, et ça va te permettre d'être efficace sur tous les problèmes que tu auras à traiter sur ta journée. tout à fait. Là où je parle d'inertie, c'est vraiment sur le fait de on va dire, s'embourber dans une routine Ah, de plus en plus automatique. d'accord. Eh bien, cela, alors j'ai des pensées. C'est que je pense, premièrement, je vais parler de ce qui est de la responsabilité de l'infirmier pour ne pas s'embourber dans ce que tu appelles l'habitude et de ce qui est ce qu'il dépasse. Mhm. Ce qui est de sa responsabilité, premièrement, je pense, c'est un avis très personnel et qui va aller à l'encontre de ce que tu as pratiqué, Ouais, je pense qu'il serait, généralement, je pense qu'il est positif que l'on soit obligé, ce serait bien qu'on soit obligé de changer de service régulièrement. Je pense que il est bénéfique d'avoir l'expérience dans un service et les personnes qui sont là depuis très longtemps, qui sont encore bénéfiques pour le service, finalement, sont rares. Ils existent, et j'espère et je pense que tu en fais partie, parce que je pense que malgré tes 8 ans, tu as gardé une motivation qui est bah, assez louable. sur ces 8 ans, quand même, il y a un moment où j'ai voulu du changement, mais j'avais pas Oui, envie de quitter mon service. Du oui. coup, je suis passé de nuit, tu vois. Très bien, ouais, je vois. Mais je pense que rester, j'en vois quelques-uns qui ont une habitude de travail depuis 15 ans. Eh bien, je pense que ce n'est pas bénéfique pour le soin parce que tu perds ta vigilance. Tu sais, c'est comme les accidents de la route arrivent, je crois que statistiquement, les accidents de la route arrivent souvent proche de chez soi. Parce que Ouais. au loin de chez soi, on est vigilant, proche de chez soi, on l'est moins. Et hors cas de fatigue. Et je pense qu'au travail, c'est la même chose. Il arrive un moment où on a tellement d'expérience que effectivement, on est une ressource pour les autres, mais d'autre part, on perd sa vigilance et on perd son ouverture d'esprit. Et je pense que il est de la responsabilité de l'infirmier de soit lui-même d'apporter le changement ou pourquoi pas faire des lois disant pas plus de 6 ans dans un service. Mais La peur, est-ce ouais, que tu penses que est-ce que le fait, tu vois, de penser à obliger ou à obliger par exemple de changer de service ou à préconiser de le faire, est-ce que oui. tu penses que là, ça pousse pas plus l'infirmier dans la déresponsabilisation de son propre choix et quelque part, est-ce que ce ne serait pas à ceux qui souhaitent rester dans un service aussi longtemps qu'ils le veulent de, euh, de justement se pousser à la vigilance encore d'autant plus. Je crois que oui. Après, et là, moi je pense que ce serait bien. Là où ce que je note, c'est que en fait, et là c'est là où je vais défendre l'infirmier, parce que Mhm. là je l'ai un peu critiqué. C'est pas grave. Là où non mais c'est bien. Mais là où je vais le défendre, c'est que euh, on pourrait rester longtemps dans un service si nos services étaient stimulants. Et je pense que la déresponsabilisation est originelle, je l'ai dit durant les études, mais elle arrive aussi pendant le travail, parce que euh, il y a beaucoup de services où on n'a pas le temps de faire des choses stimulantes. Comme on est toujours on est toujours sur la corde, eh bien Mhm. on n'a pas le temps finalement de réfléchir sur la pratique, et on est trop fatigué quand on a terminé pour réfléchir sur la pratique. Donc du coup, ne jamais réfléchir, ça déresponsabilise au bout d'un moment, premièrement. Deuxièmement, il y a quand même beaucoup de situations où je constate
et je pense que c'est peut-être ton cas d'ailleurs, où je constate que des gens qui ont pris les choses à bras le corps, eh bien finalement se sont retrouvés face à des murs et se sont découragés, ou eu envie de se décourager. Et ça, à l'intérieur même du corps infirmier, c'est là où on est coupable, mais également aux directions, surtout, un peu aux médecins, et face aux directions, on propose quelque chose, puis la chose n'est pas écoutée, la chose est négligée, et au bout d'un moment, à force de faire des travaux qui durent 3 mois, et à la fin du travail de 3 mois, on le propose et personne ne l'écoute, eh bien après, on n'a plus envie de le refaire, tout simplement. Et je crois que la responsabilisation de l'infirmier est importante. Et je vais te dire où je pense déjà la première responsabilisation peut se trouver. Elle peut se trouver. Et secondairement, il faut quand même lui donner les outils pour qu'il puisse se responsabiliser de manière efficace. Alors, tu as quelque chose peut-être à dire, je ne veux pas faire perdre ton fil. Non, ce qu'il y a, c'est que tu parlais des outils, Oui. les outils disponibles là tout de suite. Est-ce que ces outils-là, ils sont pas de la responsabilité des enseignants justement, de les mettre entre les mains des professionnels dès la formation? Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est pour ça que je parlais de péché originel ou de problème Ouais. originel. C'est que je pense que de toute manière, on arrive on est démuni. C'est-à-dire qu'on arrive lorsqu'on fait son premier jour de travail, on est démuni parce que on a été bien formé globalement à bien faire nos soins, on a été formé à nous organiser, on a une formation très fonctionnelle quelque part. Mais après, le souci, c'est que moi, je pense que le virus est déjà rentré et qu'il faudrait une impulsion générale qui consiste à aller chercher comment dire, à chercher l'excellence. Et cette impulsion générale n'existe pas. Comment Alors peut-elle arriver? Oui, pardon. pour moi, l'impulsion n'a pas forcément à être générale. Ce qu'il y a, c'est que je suis convaincu que il est possible de, entre guillemets, créer des écoles au sens, pas des Ah, écoles au sens bâtiment, enfin au sens oui, oui, je physique, comprends mais très bien. Philosophique. au sens philosophique, Oui. de créer des Et, écoles de façon de faire. et pour faire des écoles de façon de faire, ben, il faut s'organiser en réseau. Il faut avoir des réseaux. Et la difficulté, c'est de créer ces réseaux. Parce que, comme j'ai dit, il y a entre ceux qui n'ont pas envie de se responsabiliser et ceux qui ont essayé de se responsabiliser, qui sont meurtris, il ne Mhm. reste pas beaucoup de monde. C'est ça le problème. Mais je pense que les choses commencent comme ça. C'est-à-dire que ça commence comme ça. Mais va-t-on nous donner les outils pour créer des écoles? Je ne suis pas sûr. Moi, ce que j'essaye de faire, quotidiennement, moi, tu sais, j'aime bien Alain, le philosophe. Le Mhm. philosophe Alain, c'est le philosophe de l'action. C'est que ma philosophie à moi, c'est au travail, essayer par mon comportement d'être le plus irréprochable possible pour, j'imagine, créer une impulsion au travail. C'est-à-dire que je pense que la discussion est intéressante face aux personnes qui ont envie de discuter, mais elle a des limites face aux personnes qui n'aiment pas discuter, donc qui n'ont pas envie ou qui n'aiment pas. Et ces gens-là, il faut leur donner l'exemple. Et je pense que c'est ça qui est décourageant, c'est qu'on a l'impression d'avancer à pas feutrer, et puis qu'on n'arrive pas à... Mais il est fondamental de créer sa petite école à l'intérieur de son service, Mhm. de tester son efficacité, et une fois qu'on a testé son efficacité, essayer de la promouvoir. Mais il faut qu'elle fonctionne dans son service. Parce que si... Ouais, c'est ça, oui. Ouais. Faut réfléchir, faut voir ça à petite échelle, c'est ça. Voilà, dans un premier temps. Dans un premier temps. Et puis, lorsque on l'a réussi à petite échelle, essayer de la réussir sur
une structure hospitalière, et si on a réussi sur une structure hospitalière, mais là, dès qu'on veut la réussir dans la structure hospitalière, il faut avoir le soutien de la direction. Là, peut-être devenir informateur et faire perdurer cette école. Sauf que le problème, c'est qu'il y a quand même des directives. Je pense qu'il y a des. Enfin, je me suis pas renseigné parce que j'ai jamais été prof, mais il y a des directives, je pense, nationales, qui font que, en même temps, si on n'a pas de soutien, à l'échelle nationale, à l'échelle du gouvernemental au moins, ça va être difficile de faire école à l'échelle nationale, quoi. Ah, j'aimerais revenir là-dessus justement, parce que Mm. bon, devenir prof, c'est mon objectif Oui. à court terme là en plus. Mm. Ce qu'il y a, c'est que dans mon école, j'ai justement rencontré Oui. euh, quelques professionnels, quelques enseignants, qui justement essayaient de faire autre chose que la directive. Très bien. Et c'est ce qui m'a beaucoup inspiré. C'est euh, c'est la même personne qui, une fois ayant quitté mon ancienne école, a monté une association et a regroupé des professionnels et des étudiants pour nous permettre de créer notamment le manuel dont je t'ai parlé tout à l'heure Oui. d'analyse de pratiques professionnelles. Et cette personne-là, un exemple parmi tant d'autres, nous a initié à la méthodologie de recherche universitaire alors que la formation n'était pas encore inscrite dans le cursus universitaire ou Oui. dans la philosophie avec des cours à l'université et tout ça. Et c'est pour ça que je sais profondément en moi que c'est possible. Qu'à Ouais. l'échelle d'une école, il est possible d'inscrire une autre façon de faire. Eh ben, je prends note. J'avais pas vu les choses comme ça, mais je pense de toute manière, n'importe quel courant, qu'il soit politique ou quel qu'il soit, commence par ça. Commence par ça. Mais moi, je suis peut-être encore à l'échelle. C'est peut-être pour ça que notre discours diffère. Je suis peut-être encore à l'échelle personnelle. C'est-à-dire que moi, déjà, premièrement, j'ai pas ton expérience, même si j'ai fait beaucoup de choses différentes. Disons que je me suis senti à l'aise dans mon métier au bout de 3 ans. D'accord. Et avant ces 3 ans-là, je ne me sentais pas, même si j'avais ma capacité d'observation et j'avais déjà ma pensée, la première chose, en gros, je dis ça en rigolant, mais c'est un peu la vérité, mon premier objectif, c'était de tuer personne. Ah Tu oui, vois. Et c'est un bel moi, objectif déjà. ouais. Et au bout de 3 ans, lorsque j'avais l'impression que les patients étaient en sécurité avec moi, mon deuxième objectif a été d'adopter cette philosophie de l'exemple, l'exemplarité, pardon, pour que mes collègues suivent. Et je pense que j'ai pas mal réussi sans jamais rien faire sans établir jamais un projet, sans jamais en parler à personne. J'ai essayé d'insuffler quelque chose par mon comportement quotidien. Et là où je voulais en arriver tout à l'heure, on n'était pas parti, moi je Mhm. pense que qu'il faut commencer, la première chose à faire, il faut connaître nos alliés. Et il faut connaître d'une part nos alliés et il faut connaître notre marge de manœuvre primaire. Et la marge de manœuvre primaire, moi je pense qu'elle vient du patient. C'est-à-dire que la première personne avec qui on a à s'allier et la personne avec qui on a le plus de responsabilités, c'est le patient. Moi, je considère qu'un soignant devient mauvais soignant lorsqu'il décide de se déresponsabiliser même par rapport au patient. C'est-à-dire que effectivement, dans les règles de l'art, enfin les règles de l'art, dans les règles édictées aujourd'hui, dans le soin technique, etc. Eh ben, bien sûr, nous avons nos prérogatives en termes de soins techniques, mais il y a quand même beaucoup de ce que j'appelle la déresponsabilisation depuis tout à l'heure. Par contre, quand la porte de la chambre est fermée,
et qu'on est avec le patient, eh bien, soit on décide de faire le travail, disons, comme je disais, sans plus, ou soit on décide d'amener et d'apporter euh, un réconfort à la fois à soi-même, parce que c'est important le réconfort à soi-même, Mhm. et le réconfort au patient qui passe par le réconfort à soi-même passe par le réconfort au patient, passe par un rapport privilégié au patient, parce que là encore, on nous laisse, c'est l'endroit vraiment où on nous laisse la chambre du patient, où on nous laisse les mains libres. Et c'est dans cet endroit-là qu'il faut utiliser nos mains libres pour pas péter un câble, tout simplement. C'est l'endroit où vraiment on a les mains libres. Et deuxièmement, c'est l'endroit où on recrutera nos alliés. C'est-à-dire que s'il y a des associations infirmiers patients, eh ben, c'est des associations qui pourraient être très efficaces et avoir des associations de patients d'un côté et des associations d'infirmiers de l'autre, ce n'est pas la manière la plus efficace d'avancer. Donc, je répète, je reformule, au niveau individuel, l'infirmier, lorsqu'il est enfermé dans la chambre du patient, il doit prendre son métier à bras le corps parce que là, il a le droit de le faire et parce que c'est bon, c'est réconfortant pour le patient et c'est réconfortant pour l'infirmier parce qu'il a l'impression de faire un vrai travail, ce que j'appelle du vrai travail. C'est-à-dire que y a une expression en anglais qui est bien, on parle des bullshit jobs, Ouais, des, ouais, des, des métiers qui servent à rien. Bah, le métier d'un infirmier, lui, il sert à quelque chose. Il a toujours servi dans l'histoire, il servira toujours dans l'histoire. Tant qu'il y aura des gens, il y aura des infirmiers ou des personnes qui auront les prérogatives de l'infirmier. Et lorsqu'on est dans la chambre du patient, c'est là où on prend l'essence de notre métier. Et en prenant l'essence de notre métier, ben, on donne une bonne image au patient. Et si on utilise ce biais-là pour se mettre en contact avec les associations de patients, qu'on fasse des fusions d'associations ou des associations d'associations, eh bien, je pense que c'est là qu'on a le levier qui nous permettrait d'être puissant. Et c'est là où on pourrait presque de manière perverse, utiliser la puissance judiciaire qu'ont les patients, qui est de plus en plus importante, à notre profit, d'accord. plutôt que contre nous. Ouais. Mais c'est important là ce que tu dis. Mais je vais y revenir. Mais Oui, juste avant, je voulais revenir sur ce que tu avais dit sur le fait d'avoir d'avoir conscience de ne pas, enfin, de ne pas, je sais plus l'expression que tu avais dit, oui. exact que tu avais utilisée, euh, d'avoir conscience de ne pas tuer le patient. Enfin, c'était quoi ce que tu as dit? Oui, la première chose que j'ai essayé de faire, c'est de ne pas tuer le patient pendant Voilà, 3 ans. Voilà. c'est ça. Et ça, je trouve ça très important parce que je suis persuadé que maintes et maintes erreurs infirmières Mm, euh, viennent, que ce soit liées à des prescriptions mauvaises ou tout ça, mm. viennent de cette perte de conscience d'avoir la capacité de pouvoir tuer quelqu'un en fin de compte. Et très facilement, enfin, C'est- en très peu de temps. je pense que, en fait, j'ai un sentiment bizarre par rapport à ça. C'est du pur sentiment. C'est difficile à expliquer. Hum, j'ai l'impression que on est dans l'équipe médicale et paramédicale, surtout les médecins et les infirmiers, sont dans une sorte de flou artistique. C'est-à-dire que on est à la fois très loin de tuer le patient. Il faut à la fois faire des choses assez incroyables pour tuer un patient, et en même temps, on est très proche de le faire. C'est quelque chose qui, de l'ordre du Mm. sentiment, je pense qu'il faut avoir travaillé pour peut-être comprendre ce que je veux dire. C'est que, en fait, nos journées sont remplies d'erreurs. Nos journées sont remplies d'erreurs qui ne tueront jamais le patient. Et Oui, parfois des erreurs qui sont assez graves ou assez importantes. Des fois, c'est des erreurs qui ne sont pas graves, mais par exemple, une erreur qui est importante mais qui n'a aucune gravité, c'est par exemple donner un cachet qui, en une seule prise, ne tuera pas le patient ou ne fera rien au patient, mais qui est un cachet qui n'a rien à voir. Par exemple, si je donne un cachet anticoagulant à un patient, une oui, fois en me trompant, c'est une erreur qui est fondamentale, mais en même temps, si je lui donne qu'une seule fois, elle n'est pas grave. c'est ça. Et voilà. Enfin, sauf cas particulier. Oui, sauf cas particulier. Donc, c'est ça que j'ai envie de dire. En termes de la différence entre erreur fondamentale et erreur grave. Mm. Et il y a finalement peu d'erreurs qui amènent à la gravité. Et je pense que le travail
qu'on doit avoir au début des études, des études et au début de sa carrière professionnelle, c'est vraiment se mettre en mode militaire et de dire, écoute, le plus important, c'est, même si parfois je parais, parce que j'ai pu paraître par exemple froid aux patients ou froid à mon équipe, c'est vraiment de me concentrer sur garder mon patient en forme, garder mon patient en santé, même si je fais pas mon travail avec excellence, je travaille les bases. Quand je rentre chez moi, mon patient est en sécurité. Je dis toujours ça aux étudiants. La première chose que tu feras pendant ta carrière, c'est que la seule chose que tu dois exiger de toi-même, c'est que lorsque tu rentres chez toi, ton patient est en sécurité. Plus tu t'exigeras ça, plus il arrivera un moment où tu atteindras des moments où tu pourras une expérience qui te permettra de viser l'excellence. Mais au départ, vise la sécurité du patient et il ne faut jamais oublier la sécurité du patient. Ce qui est bien, c'est que et il y a quelque chose qui est bien, qui nous rappelle cette importance-là, c'est les erreurs des autres. Et c'est pour ça qu'il est important d'être observateur, il est important d'être ouvert à l'autre, c'est-à-dire on fait nos erreurs, qui sont plus ou moins graves, mais il faut être très vigilant aux erreurs des autres pour pouvoir les analyser et pouvoir dire en gros ça peut m'arriver aussi à moi. Bah, Et si... c'est en ça que c'est Oui. important l'analyse de pratique professionnelle de Oui. groupe. Oui, C'est le c'est travail important. de groupe là-dessus. Bien sûr. Bah, je vais te raconter une anecdote qui n'est pas très fameuse, mais bon, je vais te la raconter. C'est qu'une fois j'ai fait une erreur. Ouais. Une fois j'ai fait une grosse erreur. C'est-à-dire que J'en ai fait aussi, hein. Je te raconterai Ouais. si tu veux après, si tu veux équilibrer la balance, hein. Ouais, j'ai fait une très grosse erreur qui, en fait, c'était un patient qui venait d'être greffé et puis les greffés, on leur donne des traitements Greffé de quoi? Enfin, un greffé rein. d'accord. Greffé d'un rein et on lui donnait, on donne des traitements qui sont à base d'anticorps de lapin D'accord. juste après la greffe et comme tu imagines, comme c'est des anticorps de lapin, c'est hyper allergène. C'est pas Et vegan ça? ouais, c'est pas très vegan, ouais. C'est pas du soin vegan, mais c'est efficace et en fait, on le donne à certains patients et pas à d'autres. C'est encore au D'accord. stade de l'étude. Et c'est comme c'est très allergène, il faut mettre un antihistaminique avec le traitement, plus le traitement en perfusion passé sur 6-7 heures. D'accord. Et un jour, je me suis trompé. Je me suis trompé entre deux traitements et j'ai donné ce traitement en perfusion rapide, donc en 20 minutes, Mhm. sans antihistaminique, Ouais. à un patient qui ne devait pas l'avoir. J'ai fait une triple boulette. Ah oui, ouais, Ouais, ouais. c'est bien. Et heureusement, alors, il a eu une réaction allergique, le pauvre, il a passé un seul quart d'heure. Ah bah c'est génial. Cette anecdote est géniale parce que en plusieurs titres, il a pris, il a souffert de ça, mais en fait c'était pas dangereux pour sa santé. C'est-à-dire qu'il allait passer un sale quart d'heure et puis le Ouais. lendemain il allait aller bien. Et j'ai tout de suite été rassuré par le médecin qui était disponible au téléphone parce que c'était durant la nuit en début de nuit et qui n'était pas sur place, qui était d'astreinte. Je l'ai appelé, il m'a dit écoute, c'est pas grave, on va voir ce qu'on peut faire, mais ne t'inquiète pas, tu peux rentrer chez toi et dormir parce qu'il va pas mourir. Il va ni perdre son greffon ni mourir. Bon, Vous avez pas de médecin sur place la non, nuit? en réanimation, si, mais en transplantation, non. Il y a un médecin d'astreinte qui est D'accord. souvent appelé la nuit parce que les greffes se font souvent la nuit. Et le médecin d'astreinte, il m'a dit, écoute, c'est pas grave, je vais m'occuper de ça et tu peux rentrer chez toi dormir. Tu vas lui faire passer un seul quart d'heure, comme je dis, et puis ça ira le lendemain. Cela dit, c'était pas agréable, c'était très peu agréable. Et en fait, finalement, donc j'ai fait une erreur qui était importante. Alors pourquoi elle est intéressante? Parce que finalement elle s'est avérée pas grave. On n'a pas fait d'analyse de pratique. Ou en tout cas on n'a pas fait d'analyse de pratique dans les services. J'ai fait une analyse de pratique avec ma chef. On a fait une analyse de pratique avec la direction parce que je suis allé jusqu'à la direction pour cette erreur qui était quand même assez majeure. Mais j'ai pas fait avec ça avec mon équipe. Et ça, j'ai trouvé ça dommage parce que j'aurais pu expliquer à mon équipe pourquoi j'avais fait cette erreur. Je l'ai fait de manière informelle avec 2-3 personnes, mais pas en équipe. Je pense que ça aurait nécessité une discussion d'équipe. Mais du coup, pourquoi t'as fait cette erreur? Parce que moi, ça m'intéresse. Ah bah parce que j'ai fait cette erreur tout simplement parce que j'étais débutant, parce que Ouais. à l'époque j'avais 1 an et demi de diplôme, et parce que c'était une après-midi où j'avais été submergé par le travail, parce que j'avais beaucoup,
Alors aujourd'hui, ça me paraîtrait pas beaucoup de travail, mais à l'époque, quand j'étais débutant, c'était beaucoup de travail, que j'avais été assisté d'une collègue, on était deux, il y avait une collègue infirmière qui n'était pas, qui était encore plus jeune que moi, en termes de, bah, elle est plus jeune à la fois en âge et en termes de diplôme. Donc à l'époque, elle n'avait même pas 1 an de diplôme. Et ce qui faisait que je l'ai supervisé du haut de mon inexpérience. Et j'avais en plus de ça, on était trois parce qu'il y avait 2 infirmiers, une aide-soignante. Et l'aide-soignante n'avait été pas du tout aidante parce que c'était la plus expérimentée de nous trois. Et au lieu de voir que nous étions submergés et de venir nous prendre par le col et nous dire, écoutez, reprenez vos esprits, vous faites n'importe quoi, elle a boudé. Et parce qu'effectivement, on faisait n'importe quoi. Toute l'après-midi, on a fait n'importe quoi en termes d'organisation, mais elle n'est pas venue nous le dire. Ce qui fait qu'à un moment, je me suis pris la tête avec elle en fin de journée. Et je lui ai dit, écoute, c'est pas possible, c'est toi la plus expérimentée, il faut que tu nous aides là, tu peux pas bouder. Bref, et après, ça s'était mieux passé quand je l'ai reprise. Elle nous a plus aidés. Et ce qui s'est passé, c'est que à la fin, tout à la fin, c'était une journée qui commençait à 14h et qui finissait à 21h30, vers 21h, eh bien, je suis fatigué, j'ai été énervé par ma collègue, aide-soignante, je suis fatigué d'avoir supervisé quelqu'un que je n'avais pas le niveau de superviser, Mhm. j'étais fatigué du travail en lui-même, et ce qui fait que j'ai dû préparer des perfusions, et j'ai inversé une perfusion qui devait passer vite avec une perfusion qui devait passer doucement, et j'ai passé vite la perfusion qui devait passer doucement. Et la perfusion qui devait passer vite, je l'ai jamais passée, on l'a jetée et puis on l'a refaite. Et donc j'ai mis une perfusion, ouais, qu'il fallait passer doucement, et je l'ai passée vite. Et là où c'est intéressant, bon déjà c'est intéressant parce que j'ai pu en discuter avec la chef, c'est que, et c'est pour ça que j'encourage les gens à être responsables, c'est que lorsqu'il m'est arrivé ça, eh bien j'ai dit je vais prendre ma responsabilité, je vais agir comme un adulte. Mhm. Je vais agir comme un adulte, j'avais 24 ans, 25 ans, je dis non, non, j'agis comme un adulte, je vais tout de suite, je suis allé voir ma collègue, je lui dis, la collègue qui arrivait de nuit, je lui dis, écoute collègue de nuit, voilà ce qui s'est passé, j'ai fait telle erreur, le médecin m'a dit que la patient va sortir, mais tu vas passer une nuit un peu difficile parce qu'il va falloir que tu rattrapes mon erreur. Je lui ai dit à elle. Ensuite, bon, j'ai appelé le médecin, premièrement. Donc, j'ai tout de suite dit mon erreur au médecin. Ensuite, j'ai dit mon erreur à ma collègue de nuit. Ensuite, je lui ai dit que je n'étais pas capable de rester. Parce que je lui ai dit, je suis dans un désordre psychologique avec cette erreur. Est-ce que tu te sens de travailler toute seule ou est-ce qu'il faut que je fasse un peu d'heures supplémentaires? Elle m'a dit non, je me sens de prendre cette situation toute seule. Va te reposer. Ensuite, ce que j'ai fait avant de partir, j'ai écrit une relève où j'ai expliqué mon erreur en disant que j'ai fait une erreur. Le surlendemain, lorsque je suis arrivé au travail, la première chose que je suis allé faire, c'est taper à la porte du patient, rentrer dans sa chambre, fermer la porte et m'entretenir avec lui dire que j'avais fait une erreur, lui expliquer l'erreur comme je viens de te l'expliquer. Ensuite, le lundi, parce que c'était un jeudi, donc j'ai expliqué l'erreur le patient samedi. Le lundi, ma chef revenait. Je suis allé directement dans le bureau de ma chef. Je lui ai expliqué encore une fois mon erreur et je suis allé à la direction. Je leur ai expliqué mon erreur sans aucunement rien cacher. Et donc, en fait, sur tout le long, j'ai eu la bonne réaction. Je me suis responsabilisé de mon erreur et finalement, j'ai gagné de la confiance de la part des autres acteurs, de la confiance de la part du patient qui a été touché par le fait que j'aille le voir. Et j'ai gagné de la confiance en moi. Ce qui fait qu'il y a eu quelque chose de très bizarre, c'est que après cette erreur, presque du jour au lendemain, je suis devenu un bien meilleur professionnel. Ce qui faisait qu'une semaine plus tard, j'étais incapable de faire cette erreur. Alors que finalement, il s'était passé peu de choses, mais ça a débloqué quelque chose chez moi, ma prise de responsabilité. Et que cette prise de responsabilité ait été bien accueillie, ça a changé quelque chose chez moi. Et donc, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Les gens ne prennent pas la responsabilité parce qu'il y en a beaucoup qui ont été tapés sur les doigts lorsqu'ils ont pris leur responsabilité. Mhm. Ils ont essayé de prendre leur responsabilité, on leur a dit non, comme à des enfants. Et ça n'a pas permis d'avoir ce déblocage que j'ai eu. Et c'est pour ça que j'incite ces gens à aller voir leurs alliés. Leurs alliés, c'est leurs collègues qui ont envie de prendre leurs responsabilités et les patients.
J'étais aussi soulagé que le patient accepte mes excuses. Oui, bien sûr. Ouais, ça a été très important pour moi, ça a été crucial, même fondamental. Et j'avais dit à l'époque, j'aurais dit, écoutez, monsieur, vous portez plainte, j'irai avec vous au tribunal. Il n'y a pas de problème. Si vous portez plainte, je comprendrai et j'assumerai. S'il faut que je perde mon diplôme, c'est pas grave. Ou si quoi que ce soit, j'assumerai et puis je ferai quelque chose d'autre de ma vie. Et ça a été avoir cette prise de responsabilité, elle m'a changé professionnellement, humainement, de manière fondamentale en peu de temps. Donc ça, c'était le premier avantage. Le second avantage, donc, ça a été que finalement, bah, je me suis mis à mieux travailler parce que j'ai pu faire cette analyse de pratique personnellement. Comme j'ai dit, j'ai pas pu faire cette analyse de pratique en groupe et je pense qu'elle aurait servi au groupe. Si j'ai une autre idée qui me vient à l'esprit, je la dirai, mais je crois que c'est déjà pas mal. D'accord. Moi, je vais revenir sur l'erreur la dernière erreur grave que j'ai pu faire. Mais avant, j'aimerais revenir sur une erreur qui a été formatrice pour moi. Mmh. Comme tu parlais d'erreurs qui transcendent un peu, qui te transcendent, qui te transforment un peu en tant que Oui, professionnel. Moi, c'est une erreur tout con. Mais c'est vraiment j'étais au tout début, je crois que c'était premier ou deuxième mois où j'ai commencé, pour te dire. oui, Donc c'était vraiment au tout début, j'étais dans un service d'hématologie, donc un service très technique avec des patients très instables, où on a des patients, tu sais, qui sont en aplasie médulaire, oui. aplasie profonde avec chambre en surpression. Et Alors, l'aplasie, c'est une situation où les personnes n'ont plus aucune défense immunitaire. c'est ça, Donc, oui, oui, pardon. ils chopent n'importe quoi, ils sont morts dans la minute, quoi. Enfin, pas la minute, j'exagère un peu, mais ils meurent très vite. Pour Ouais, n'importe quoi, pour des virus ou des bactéries qui vous ne ferez rien, absolument rien. bah, juste l'exemple, on a beaucoup de patients immunodéprimés Oui, qui meurent d'aspergillose. oui, bah nous aussi, avec la greffe, il fallait faire attention à Voilà. l'aspergillose. Ouais. Alors que l'aspergillose, c'est quelque chose qu'on respire tous les jours. Oui, exactement. Oui. C'est la poussière, en fait, c'est dans la Ouais. poussière. Donc c'est quelque chose qu'on respire tous les jours et qui passe inaperçu dans notre corps. Et c'est quelque chose qui peut tuer d'autres personnes, quoi, en fin de compte. Donc c'est juste pour montrer la grande subtilité qu'il y a entre quelqu'un de normal, même quelqu'un de malade qui est normalement Oui. pourvu en termes de défense immunitaire et quelqu'un en aplasie. Donc oui, en fait c'était un patient en aplasie justement qui commençait à se sentir pas bien. Oui. Et le truc qui s'est passé, c'est que... attends, je m'excuse. Je vais Oui, juste te vas-y. laisser deux... Ouais, excuse-moi. Pas de problème. Du coup, ouais. Un patient en aplasie. Ouais, patient en aplasie. Et du coup, il commence à se sentir pas bien. Donc pas bien comme un patient en aplasie, donc ça ressemble très vite à un choc septique. Et, euh, et du coup, en fait, j'ai pas tu sais, j'ai pas les bons réflexes. Donc je vais voir mes collègues qui étaient plus expérimentés que moi forcément et je leur explique. Et là ils me demandent en gros est-ce que tu as pris les constantes du patient? Est-ce que tu as pris sa Mhm. tension, sa température et tout ça? Je lui dis bah non. Et là je me suis fait engueuler mais, euh, mais quelque chose de bien quoi. Et j'ai vite compris que j'avais fait une connerie. Et du coup, bah, depuis, c'est tout con, hein, c'est moins important que ce que tu as fait toi, mais ça montre comment dire, l'importance de parfois, comment dire, faire ce genre d'erreurs qui ne sont pas, comment dire, qui ne sont pas délétères pour le patient, pas trop, et, euh, et qui sont formatrices pour nous. Enfin, Il faut avoir conscience que ce sont des erreurs. Parce qu'il y a des gens en fait, et c'est pour ça, c'est là que le levier de la responsabilité est importante. C'est que si tu prends ton erreur à bras le corps, tu la referas pas. Si tu l'atténues en disant ouais, non, mais il s'est passé ça, il s'est passé ça, ce qui est une réaction qui est pas commune, mais qui est régulière, eh bien, de cette erreur, tu n'apprends pas. Alors après, il faut Ouais. savoir trouver les explications, enfin, trouver les causes de sa... Ah oui, oui, disons qu'il faut trouver les causes, mais pas se chercher d'excuses. voilà.
Voilà, il faut trouver les causes, mais pas se chercher d'excuses. C'est exactement ça. Puisque on peut se chercher des excuses, parce que quelque part, une cause, ça peut être une excuse, mais il faut surtout pas atténuer la portée de Mhm. l'erreur et sa portée potentielle. C'est surtout ça qu'il faut pas faire. Et il faut pas atténuer sa responsabilité dans le. Par exemple, regarde, dans mon erreur, là où que je racontais, euh, je me trouve une excuse très clairement en disant si j'avais été aidé par une personne plus expérimentée, je n'aurais peut-être pas, je me serais pas retrouvé dans l'état nerveux pour faire cette erreur. Donc Ouais. c'est une excuse quelque part. Par contre, je ne dis jamais que je n'étais pas fautif et je ne dis jamais que mon erreur finalement n'était pas si grave que ça. Je prends ce que j'appelle prendre à bras le corps la responsabilité de son erreur. Mhm. C'est ça le plus important. Et pas avoir une attitude de fuite. Faut y aller. Faut y aller, il faut dire, ok, j'y vais, c'est de ma faute, c'est ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire, etc. Et ça permet de progresser de beaucoup. Voilà. Et bah du coup, j'en viens à mon erreur, ma dernière erreur que je juge moi grave, Ouais. qui n'a été délétère pour personne, que ce soit pour moi ou pour le patient, Mm. euh, qui est, bon, je remets dans le cadre, je travaille de nuit, donc je travaille à peu près grossièrement de 19h30 à 7h30 du Ouais. matin. Je fais mon dernier tour vers 6h le matin. Mm. Euh, et là, je sais que il y a des chimios à passer. J'ai 2 chimios à passer que, euh, que je peux passer ou que je ne peux ne pas les passer, que c'est l'équipe de jour qui le fera derrière. D'accord. Je décide de les arranger, de les passer moi. Et, euh, et du coup, j'en ai deux à passer. C'est deux chimios identiques, c'est le même protocole, c'est la même série de 3 produits. Je vais poser la première. Je fais ça, je fais mon truc et tout. Et je vois que j'aurai pas le temps de passer la deuxième. Euh, du coup, je pose mon truc. Voilà, très bien. Je vérifie les trucs que j'ai à vérifier. Je vérifie pas tout parce que ça va être la source de mon erreur. Je retourne dans la salle de soins, je commence à faire mes transmissions écrites de la nuit et tout ça. Je commence à clôturer mes dossiers. Et là, le patient qui a la chimie en cours sonne et commence à me dire c'est pas mon nom sur les poches. Ah, Euh, Parce qu'on a des poches de chimio nominatives. oui, je sais. C'est des traitements nominatifs faits pour le patient en fonction de son poids notamment et de sa surface corporelle. Et donc c'est nominatif. Et je me rends compte que j'ai interverti les deux chimios. Oui. Là, honnêtement, j'étais pas bien. Vraiment, j'étais pas bien. Euh, Parce que la première chose, le truc, enfin bah, déjà j'ai tout arrêté, forcément. Oui. Mais le truc, c'est que, alors il avait quasiment eu tous les produits. Il avait quasiment tout reçu hein, quand il a sonné. Et, euh, et là, je flippe complet, quoi. Vraiment, je commence à vérifier la chimio qui me reste. En effet, c'était celle qu'il devait avoir. Et, euh, et je vais, en fait, j'ai le réflexe de regarder les doses. Parce que je savais que c'était les mêmes produits. Donc je regarde les doses. Et j'ai la chance en fait, quelque part, dans mon malheur, de voir que les doses sont quasi identiques. Oui. Et là, je suis soulagé. Je suis soulagé, mais il va falloir aller expliquer ça au patient. Ouais. Parce que mon premier réflexe, ça a été, quand il m'a dit ça, de lui dire, je vais voir ça, et je reviens vous voir après. En fait, j'ai esquivé le moment de détresse Oui. où j'allais pas avoir aucun moyen de lui répondre sereinement. Je suis sorti. Et, euh, et ouais, je me suis retrouvé en fait dans cette situation où je me suis, tu vois, j'ai eu la chance que ça m'arrive en fait avec avec un protocole identique et avec des doses identiques. Et ça,
bah ça, quelque part, tu vois, comme tu dis, ça te forme, tu sais, ça a une telle empreinte sur toi que Mm. tu peux plus ne faire l'erreur après derrière, quoi. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Moi, je suis. Moi, comme je dis, j'ai progressé d'un jour à l'autre. Et c'est pour ça que l'erreur est importante. Mais après, il faut avoir la chance que notre erreur ne soit pas directement mortelle, quoi. Le Ou problème, c'est ça. Le voilà. problème, c'est que, comme tu le disais tout à l'heure, Mm. on est en capacité de pouvoir tuer quelqu'un. Ouais. Et c'est pour ça que, pour résumer tout, parce que la question primaire, c'était que penser du métier d'infirmier aujourd'hui, en France, Hmm. plus particulièrement. Oui. Pour le résumer, avec toute cette discussion, je dirais que le métier d'infirmier est un des métiers qui existent aujourd'hui, qui est réconfortant, qui peut être réconfortant pour la personne qui le fait, parce qu'il y a des avantages. Je vais vous dire les avantages, selon moi, c'est que c'est un métier et c'est pour ça que c'est vrai que les revendications sur le salaire sont étonnantes. C'est un métier qui est mal payé par rapport à la quantité de travail abattu, mais par contre, c'est un métier qui est bien payé. Normalement, c'est-à-dire que dans la situation de crise que vit la France et dans le marasme que vit la France, si on gère bien sa carrière, il y a moyen de gagner de l'argent correctement, d'avoir un rapport, disons, longueur d'études salaire net à la fin du mois Mhm. et dignité dans son travail assez correct. Parce que moi, je préfère avoir mon salaire d'infirmier que gagner 4000 euros à apprendre à faire de la PNL sur des gens pour pouvoir leur vendre des produits, tu vois. Oui, oui. Je suis content, je préfère faire ça. Et puis d'un côté, je connais aucun infirmier, sauf ceux qui se sont mis en difficulté avec des créances, des dettes, je sais pas quoi. Je connais aucun infirmier qui souffre de son salaire tous les mois à la fin du mois, qui a ras les pâquerettes, qui ont parfois des difficultés à finir le mois peut-être, mais qui sont à ras les pâquerettes, qui souffrent et je n'en connais pas. Et je pense que c'est un métier qui a cet avantage-là, et surtout c'est un métier qui permet de garder sa dignité personnelle en faisant quelque chose qui sert à la société, qui C'est dans un ça. projet de société est intéressant. Et ça c'est très important. Et ça vaut peut-être, à mes yeux, ça vaut la perte de salaire qu'on a face à d'autres métiers qui sont quelque part un peu, à mes yeux, diaboliques. Mais encore faut-il avoir la conscience quelque part, de la beauté de notre travail Ah oui, et, euh, et avoir la conscience de l'entretien qu'il faut amener, de l'entretien personnel qu'il faut amener dans sa pratique pour, euh, pour maintenir comme bienfaisant notre profession. C'est-à-dire et parce que, c'est là qu'arrive la deuxième chose positive de ce métier, c'est, je le dis à tous les infirmiers de France, vous avez une responsabilité qui est encore importante, et je le répète, dans la chambre du patient. Et si vous prenez à bras le corps cette responsabilité, si vous embrassez cette responsabilité, eh bien, vous aurez déjà une meilleure vision de votre métier parce que vous allez récupérer quelque chose qui vous manque. Et on a besoin d'être flatté par son métier et ceux qui vont vous flatter de votre métier, c'est votre patient. hum, C'est d'une part par leurs paroles, parce que il arrive régulièrement que les patients remercient les soignants, et d'autre part par l'observation. Quand je rentre dans la chambre d'un patient, le patient il est à moitié installé dans son lit, il va pas bien. Je ressors de la chambre, il est bien au chaud, bien installé. Et bien, même s'il me dit que merci ou même s'il me dit rien, eh bien, j'ai l'impression d'avoir été utile. Et cette responsabilité-là, et là, on peut l'avoir. Et la troisième chose qui est positive, qui découle de la deuxième, c'est que si on est intelligent, on peut faire des patients nos alliés, et nos alliés patients, soignants, parce qu'on est différents en termes de profession. Enfin, c'est patient, c'est pas une profession, mais on se comprend. Mais par contre, on n'est pas différents en termes de conditions sociales. Nous sommes globalement dans un hôpital public
dans le cadre d'un hôpital public, nous sommes la population qui gagne des salaires corrects Mm. ou des mauvais salaires, mais qui ne gagne pas des mille et des cents. Nous ne sommes pas la bourgeoisie, généralement, à l'hôpital, même si on rencontre de tout à l'hôpital. Nous sommes la population, nous pouvons nous allier et renforcer notre position. Il ne sert à rien de se battre pour son salaire tant que nous ne nous battons pas en nous-mêmes pour être meilleurs. Et ça, on a une marge de manœuvre qui existe. Il faut la voir, cette marge de manœuvre, parce que c'est notre salut. C'est pas tellement, je dis pas ça pour critiquer les infirmiers, Non, mais bien sûr. quand on voit cette marge de manœuvre, c'est le salut qui existe. C'est là où on peut ne pas déprimer, parce que, à contrario, que penser du métier d'infirmier aujourd'hui? Il y a beaucoup de raisons de déprimer. Les effectifs sont de moins en moins importants pour un travail plus important, c'est-à-dire, pour que vous compreniez très, très, très facilement, il y a plus de lits dans un service qu'avant, mais moins de soignants pour ce nombre de lits. C'est ça. C'est ça qui se passe. Donc il y a ça, c'est une raison de déprimer. Il y a aussi une autre raison de déprimer, c'est que comme, euh, comme Christophe, il y a beaucoup de gens qui font des travaux et que ces travaux ne sont pas valorisés par les directions, ne sont pas valorisés par les médecins, mais peu importe. Parce que si, comme j'ai dit, si on trouve nos alliés, on pourra s'en sortir. Donc il y a des raisons de déprimer. Ça fait mal au corps physiquement. C'est un métier qui fait mal au corps physiquement parce qu'on fait des nuits, parce qu'on fait des journées, des nuits, parfois on alterne comme moi, parce que quand on est dans des services d'hématologie, eh bien, on passe son temps à s'habiller et se déshabiller, ce qui mine de rien est fatigant. Mm. Lorsqu'on est au service de réanimation, Alors, les patients... s'habiller, se déshabiller, il faudrait peut-être préciser parce que Oui, euh, en fait, c'est s'habiller quand on rentre dans une chambre. parce Euh, que les patients sont en aplasie. voilà. Voilà. C'est pas se dessaper, hein, Ouais. C'est en fait être en sorte d'être propre dans chaque chambre. Et pour être propre, il faut en fait prendre des habits au-dessus des, des habits qu'on a dans la journée, des prendre surblouses, des quoi. choses, des surblouses jetables. Voilà. Voilà. Mais on passe son temps à faire ça dans un service comme celui de Christophe. Et puis dans un service comme le mien en réanimation, les patients sont dans le coma. Si le patient il fait 150 kilos, il est dans le coma, il peut pas bouger. Donc il faut le bouger à sa place. Et en plus, plus il est lourd, plus il faut le bouger régulièrement. Et ça fait mal au dos. Et donc il y a plein de raisons d'être pas bien. Mais j'accepte personnellement, et je pense que c'est intéressant, ce serait intéressant pour le reste de la population infirmière, j'accepterais d'aller mal, parce que je vais bien, moi, je vais très bien, je suis très heureux. J'accepterais d'aller mal le jour où j'aurais tout fait pour aller bien. Ouais. Et je constate cette marge de manœuvre dans mon rapport avec les patients et aussi, je ne l'ai pas dit, dans mon rapport avec les autres soignants. C'est-à-dire que je me refuse d'être aigri, je me refuse d'être de mauvaise humeur, je me refuse d'être toutes ces choses-là au travail parce que je veux bénéficier à la communauté. Il y a des gens qui, dans la communauté de travail, n'arrêtent pas de se plaindre sans donner de solution et affaiblissent l'énergie de la communauté. Et puis il y a des gens qui, par leur sourire, par leurs actions, par leur bonhomie, bénéficient à la communauté. Je veux faire partie de ces gens-là. Et ce travail-là, bah, des gens, il rend heureux. Voilà. Mais j'aimerais compléter parce que je partage entièrement ton point de vue, hein, je me répéterai pas, mais j'aimerais juste compléter le fait que tu dises que, entre guillemets, ça n'est pas utile de revendiquer des salaires plus importants, ce que tu Oui. disais là, euh, en disant que ça n'est pas utile de revendiquer, de demander une reconnaissance au sens social et enfin sociétal du terme plus importante de la part du gouvernement parce que bah, déjà la reconnaissance elle est demandée sous-entendu pour avoir une revalorisation pardon, des salaires mais ça ne sert à rien de demander cette reconnaissance parce que la reconnaissance elle est à gagner entre guillemets intérieurement, c'est-à-dire que il faut avoir conscience du beau geste que l'on fait, avoir conscience du métier et de la bonne action que l'on fait, et c'est en partie cette pleine conscience et cette auto-reconnaissance qui nous fera nous rendre compte de ce qu'il faut faire bien
et de ce qui est juste et bien à faire dans nos pratiques. Oui, je suis très d'accord. Je suis très Voilà. d'accord. Je pense on a fait le tour là. Oui, je pense On n'a aussi. pas fait le tour, mais on a bien travaillé. Mhm. Euh, je vais terminer parce que je sais que tu suis deux personnes sur YouTube, entre autres, Mhm. que sont Frédéric Deladier et Teddy Boy RSA. Et je vais les reprendre sur ce point-là, parce que ce sont deux personnages qui détestent, qui ne supportent pas et qui ne comprennent pas, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ne les aiment pas, les trolls. Ouais. Dire, c'est les personnes, ce qu'ils définissent communément comme des trolls, ce sont des personnes qui ont la critique facile, sans proposition sans proposition de correction. Je partage leur point de vue d'ailleurs, hein, Voilà. personnellement. Et si je pouvais les définir rapidement pour eux, ce que c'est les trolls, parce qu'il y a plein de définitions du troll, mais Oui, pour bien sûr. Frédéric Delavie et Teddy Boy, je pense que c'est ça. Et ce sont aussi des gens qui n'assument pas, qui seraient pas enclins à assumer en vrai ce qu'ils disent derrière un écran. Mhm. Eh bien, pour un peu élargir le débat, au travail, ne soyons pas des trolls. Hein. Au travail, soyons des personnes qui veulent améliorer les choses, nous améliorer nous-mêmes et qui ne cherchons la critique que dans deux cas, lorsque nous avons la réponse ou lorsque nous sommes dans un processus de recherche de cette réponse. Mais ne soufflons pas, ne faisons pas toute la journée si on n'a pas une réponse qui est claire et nette. Et cette réponse doit être saine, elle ne doit pas être pécuniaire. La réponse pécuniaire viendra dans un second temps. La réponse doit être saine, Mhm. il faut être respecté, et pour être respecté, il faut être respectable. Alors, les infirmiers sont globalement respectables, je le dis de manière très claire, et je suis sinon j'aurais arrêté ce métier, sont globalement respectables, mais je pense que ça sera le mot de la fin, et je pense que nous sommes d'accord, ils se trompent de combat. Le combat, il est plus philosophique que financier. Le combat financier viendra dans un second temps, lorsque, en termes de philosophie, nous serons posés comme des personnes indispensables. Voilà. Je suis entièrement d'accord avec toi et j'aimerais en fait, quelque part, euh, ouvrir un autre débat qu'on pourra avoir peut-être une autre fois. Bien entendu. Est-ce que à l'heure actuelle, notre profession infirmière est un vrai travail, mais pas un vrai métier? Ah, j'y réfléchirai. Et on y répond, on essaie de répondre à cette question et c'est intéressant. Voilà. Ben, merci à tous et merci à toi surtout d'avoir participé à cette petite discussion. Et puis, Avec bah, plaisir. j'espère qu'on pourra remettre ça très vite. Je l'espère aussi.